Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, installez-vous correctement, prenez votre couette, installez-vous dans le lit, prenez des pop-corn. On va parler du programme peut-être le plus, comment on peut dire ça, Gus, le plus bankable Emblématique, en tout cas, ouais, médiatique du ouais, college médiatique, football, très bien. Peut-être le plus médiatique connu en merci Europe, non? aussi, sans pourtant avoir du succès sur le terrain. Je parle bien évidemment des Texas Longhorns. Alors, Gus, avant qu'on s'attelle sur cette saison 2022, on va revenir sur déjà la saison 2021, qui a été, à l'image du programme finalement, pleine d'espoir au début, avant de partir en eau de boudin, et notamment dans une défaite contre Kansas. Alors, un bilan de 5-7 pour les Longhorns, pas de bowl, une première fois depuis 2016. Et puis comme je disais, une saison à deux vitesses avec un début plutôt correct. Alors il y a une défaite à Arkansas 40-21 où les Longhorns n'ont pas existé. Mais derrière, ils se reprennent bien face à Texas Tech et TCU avant le naufrage du Red River Showdown, quoi. On avait plein d'espoir en début de saison, notamment avec cette belle victoire face à Louisiana qui était un trap game. J'ai réécouté la preview de l'an dernier, on disait que ce match allait être pas charnière pour la saison de Texas, mais vraiment compliqué. Et au final, les Longhorns, dans le sillage d'un très très bon Bijan Robinson, ont gagné le match. Et après, comme tu le dis, il y a ce Red River Showdown au Cotton Bowl à Dallas qui a changé complètement la dynamique du programme avec une défaite 55-48 alors que les Longhorns menaient de 21 points à un moment du match. Je pense qu'il a fait énormément de mal euh, mentalement, psychologiquement aux joueurs. Et après, ça a été la débandade puisqu'ils ont accumulé 6 défaites d'affilée. Certes, des défaites attendues face à Oklahoma State et Baylor, mais tout en jouant, on va dire, plutôt bien. Et après, tu as cette défaite face à Iowa State 30-7 qui a fait beaucoup de mal, mais surtout cette défaite face à Kansas en prolongation 57-56 sur une réception d'un fullback Walcon qui n'a pas de bourse, qui a fait toucher Texas plus bas que terre, comme on dit. Et là, ça a vraiment été moche pour les Longhorns. D'ailleurs, je me demande si Steve Sarkisian, si cette défaite arrive en deuxième année de Steve Sarkisian, s'il saute pas derrière, il est un peu sauvé par le fait que ça soit sa première année à la tête du programme. Un petit rappel, Steve Sarkisian, ça avait été juste avant Texas, ça avait été le coordinateur offensif de, de Alabama, avec le succès qu'on lui connaît. Et avant ça, il avait été head coach, notamment du côté du USC et de Washington. Alors, il avait eu malheureusement des soucis extrasportifs, notamment avec la consommation d'alcool. Donc voilà, on avait déjà discuté, hein. Moi, je lui souhaitais que de réussir pour au moins ce côté un petit peu rédemption dans sa vie perso qui était plutôt cool. Est-ce que cette saison de 2021, Gus, elle n'est pas symptomatique des problèmes du programme, mais qui touchent le programme, peu importe le coach finalement? Ça n'a pas fonctionné avec Tom Herman, ça n'a pas fonctionné avec Charlie Strong, ça a mal fonctionné avec Mac Brown sur ces dernières années. Est-ce que quelqu'un va réussir, quoi? Bah, la question, c'est de savoir d'où vient le blocage en fait. Pourquoi ces coachs-là n'arrivent pas justement à franchir ce plafond de verre, à le briser. Euh, à première vue, je dirais qu'il est psychologique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas en fait comment l'expliquer. Je pense qu'il est psychologique, mais pourquoi? Pourquoi des classes de recrutement qui n'ont rien à voir sur 4 années n'arrivent pas à aller plus loin, à viser plus haut? J'ai vraiment aucune réponse à cette question. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque intersaison, on a de l'espoir parce que Texas fait quand même les choses bien sur plusieurs terrains, mais à chaque fois, ça ne suffit pas. Donc, Baptiste, je te propose qu'on passe sur l'intersaison des Longhorns et Ouais, Dieu parce sait que que là, il y a beaucoup de il choses y a à eu, dire. il y a eu des, voilà, il s'est passé des choses, hein. Alors, on va parler déjà d'une chose assez incroyable et quand on voit les images, on a du mal à y croire. C'est Gary Patterson, le head coach légendaire de TCU, viré par TCU, enfin en tout cas viré au départ un peu voilà, à l'amiable on va dire, des Longhorns, des Horned Frogs, pardon, arrive en tant qu'assistant, enfin bref,
espèce de poste un petit peu bâtard, mais ça t'a pas choqué toi de le voir dans cette tenue des Longhorns d'ailleurs, au lieu du violet de Bah si, TCU. complètement, parce C'était qu'à TCU, il a passé combien d'années? 20 ans? plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans, il me semble. 21 ans? Moi, je trouve ça très bien, hein. T'apportes de Mm. l'expérience à côté de Sarkisian. C'est un coach qui est reconnu, qui a fait ses preuves, qui a très peu Qui est a réussi défensif, à qui a un développer. goût. Ah bah, Ouais, tout à fait. ça sera très intéressant, justement, cette philosophie défensive. Moi, je trouve qu'il y Ouais. a d'autres nominations qui sont très intéressantes, à commencer par le coach des running back Tashard Choice, en provenance de Georgia Tech, qui a bien formé Jahmyr Gibbs, malgré la O-line dégueulasse chez les Yellow Jackets, mais surtout le coach des receveurs de Pitt, Brennan Marion, qui arrive du côté d'Austin, et qui était le coach d'un certain Jordan Addison. Jordan Addison, le vainqueur du Biletnikoff l'an dernier, receveur à Pittsburgh, qui est en ce moment d'ailleurs sur le portail des transferts à l'heure à laquelle on enregistre le 10 mai, cette preview de Texas. Donc voilà, peut-être que cette connexion va amener le meilleur receveur l'an dernier du pays à Austin. Ça serait flippant pour les défenses de la Big 12 parce qu'il y a eu pas mal de renforts quand même au poste de receveur sur le portail des transferts. Texas n'a pas ajouté beaucoup de joueurs depuis le portail des transferts, mais a ajouté des joueurs de qualité. Le programme a privilégié la qualité à la quantité, à commencer par le receveur de Wyoming, qui avait une très très belle cote en la personne de Isaiah Neyor, et surtout le receveur Aggie Hall, un sophomore qui était à Bama l'an dernier, qui avait fait un spring practice de malade, mais qui a eu quelques problèmes, semble-t-il, extra-sportifs, ce qui l'a poussé à rentrer dans le portail des transferts, et Texas a sauté sur l'occasion. Voilà, ça fait deux très bons ajouts au poste de receveur, deux ajouts qui viendront remplacer Joshua Moore, le receveur qui a eu des problèmes, si je dis pas de bêtises, Oui, Baptiste, pareil, avec extra Sarkisian cette sportif année, aussi. Ouais, et qui ouais, est parti dans un premier temps à Texas Tech avant de faire volte-face pour SMU. Et on a appris il y a juste quelques instants avant l'enregistrement que il n'y aura même pas SMU. Donc je pense que je sais pas où il va finir notre ami Joshua Moore, mais mon avis m'étonnerait qu'on le revoie sur un Je le terrain de veux bien à foot. Notre-Dame. Ouais, enfin vu le bordel qu'il fout, je suis pas certain que vous y gagnez à le recevoir. Moi, je suis un petit peu dubitatif pour Aggie Hall, hein, pour être tout à fait honnête. Toi, enfin, tu es un peu plus dithyrambique. Moi, j'attends de voir. Il a pas fait un très bon. Il a un peu joué sur la finale nationale. Il a pas été très bon. Il fait un méchant drop, enfin un drop assez dégueulasse dans mes souvenirs. Puis voilà, j'ai un peu du mal avec les mecs qui foutent le bordel à Bama parce que c'est pas vraiment dans le style du programme à Saban. Donc voilà, Bah, si Nick apprendre un petit Saban peu avec des ne peut pas te pincettes. mater, peu de personnes arriveront à te mater, mais je pars du C'est à peu près principe ça. que c'est un adulte, enfin, en France, c'est un adulte, il est responsable, il sait qu'il a le droit, enfin, qu'on lui a offert une seconde chance de très très bonne qualité à Texas. Ça serait être un débile fini que de la gâcher. On est d'accord, mais bon, on verra ce que ça donne. Wait and see, comme on dit dans le jargon. On va parler recrutement parce que Texas sort une énorme classe de recrutement. Alors, on a parlé du portail des transferts. Alors, qu'est-ce que tu veux? On parle de l'éléphant in the room, comme on dit, Queen Evers, ou on parle d'abord des recrues du lycée, comme tu as envie, Gus. Bon, on peut continuer avec le portail des transferts avec Queen Allez, c'est Ewers, parti. qui revient à la maison, Baptiste. Qui revient à la maison, littéralement, puisque lui, il est originaire de la banlieue de Dallas, si mes souvenirs sont bons, au lycée. C'est Westlake? Alors, c'est Westlake, hein, ouais, donc Westlake. c'est la banlieue de Dallas. Euh, alors, pour la petite histoire, c'était une recrue 2022. Il a été commit à Texas. Il a décommit de Texas pour aller du côté des Buckeyes de Ohio State et il a changé de classe de recrutement pour passer à 2021. Donc, finalement, retour à la case départ. Il est arrivé à Texas en 2022. Est-ce que c'est pas le mec le plus hypé en poste de quarterback depuis Colt McCoy Vince ou quelque Young. chose comme ça, quoi? Je sais pas. Vince Young. En termes de recrutement, c'est depuis Vince Young. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'il avait une note parfaite de 1000 ou 1.30. C'est le genre de mec qui peut te faire passer vraiment un cap. Alors, on sait qu'il était parti au Ohio State, et d'ailleurs, il l'a dit, je crois. Tu sais, il a signé une tribune dans, comment ça s'appelait, The Players Tribune. The Players Tribune, dans laquelle il disait, enfin, tu comprenais très bien qu'il était allé à Ohio State juste pour l'argent, mais que le fait de revenir à Austin était un véritable choix du cœur. Je pense qu'il est sincère.
Ça n'a pas l'air d'être. Alors, certes, évidemment, il a le profil parfait de ce quarterback médiatique, un petit peu chouchou de tout le monde, qui a un peu la Baker Mayfield en fait, parce que il est extravagant, il a un mulet, mais je pense vraiment qu'il est sincère dans ses déclarations et je pense qu'il va faire des grandes choses à Texas. J'ai vraiment envie d'y croire, surtout qu'il aura un très bon coordinateur offensif. Maintenant, euh, comme tout, va falloir voir s'il s'intègre bien dans le système, si des joueurs, si le supporting cast sera là pour l'aider. Mais moi, je suis très très confiant pour lui. Et d'ailleurs, on l'a pas mentionné, Baptiste, mais Texas enregistre aussi l'arrivée de Jalen Billingsley, le Tout tight à fait. end d'Alabama, qui avait fait deux très bonnes saisons en 2021 et en 2020. Là aussi, c'est une recrue de choix pour les Longhorns. On est d'accord. Donc les Longhorns en tout cas qui récupèrent des gros noms sur le portail des transferts, mais qui en perdent aussi. Moi, il y a quand même le départ du quarterback. Merde, j'ai perdu son nom. Casey Thompson à Merci, Nebraska. Casey Thompson qui part du côté de Nebraska, qui était loin d'être le pire joueur des Longhorns l'année dernière. Donc tu sais ce que tu perds, tu sais pas forcément ce que tu gagnes au poste de quarterback. Alors, Queen Evers sur le papier c'est très très bien, mais bon, il faut le voir sur un terrain aussi, quoi. Il aura la concurrence de Suncard, chose qui devrait l'aider vraiment. Suncard qui a un petit peu joué l'an dernier. Donc voilà, moi je suis confiant, comme je te dis. Effectivement. Donc tu as mentionné, ça tombe bien, tu as mentionné le supporting cast, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que le Texas a mis l'accent notamment sur la ligne offensive, notamment dans le recrutement, parce que elle n'était pas bonne l'année dernière. Ça, je pense on est d'accord là-dessus. Elle n'a pas protégé correctement Casey Thompson. Ça a été l'axe de recrutement et notamment Calvin Banks, un 5 étoiles au niveau de un tackle, qui était d'ailleurs commit à Oklahoma State au tout début de son recrutement et quand il était classé 3 étoiles et qui a, avec le temps, augmenté de ranking avant de signer à Oregon. Et Oregon, ouais. avec le départ de Mario Cristobal, a pu partir du programme d'Oregon pour signer à Texas. Mais voilà, en tout cas, théoriquement, il va y avoir du bifton sur la ligne offensive pour protéger Queen Evers, quoi. Théoriquement, quoi. Vu comment la ligne offensive a joué l'an dernier, ça serait pas étonnant de voir quelques noms true freshman prendre une place de titulaire de cette année ou au moins du temps de jeu. Euh, Là, je pense qu'on est au stade de se dire que c'est primordial qu'il y en ait un qui se démarque parce que c'était clairement une des faiblesses l'an dernier. Alors, on a parlé, pardon, Steve Sarkisian a mentionné Cole Hudson, il me semble, Ouais, sur le Spring Game, etc. Donc voilà, un nom qui devrait jouer à garde garder en droit. tête. Mm. Ouais, tout à fait. Et ça devrait être une ligne relativement expérimentée. Ils ont tous joué l'année dernière, ils ont tous des expériences de titulaire. Donc voilà, à voir si la sauce prend, parce que c'est vrai que c'était quand même un point un petit peu malheureusement compliqué pour Texas l'année dernière. Mais c'est vrai que sur le papier, elle est quand même hyper excitante cette attaque, quoi, Gus. Franchement, dans le pays, hormis Ohio State, je vois pas d'attaque sur le papier plus excitante. Je pense qu'il faut faire un petit tour de la depth chart. J'ai déjà tweeté avec The Trick Play pour mettre tout ça en valeur. En quarterback, t'as Quinn Ewers. En running back, t'as Bijan Robinson, peut-être le meilleur running back du pays. En receveur, t'as Xavier Worthy, qui revient, qui a été excellent l'an dernier dans sa saison freshman. Isaiah Neyor de Wyoming, Aggie Hall, Jordan Whittington, un autre receveur, Jalen Billingsley en tant que tight end, et un autre tight end avec Jatavian Sanders. Ouais, Jatavian Sanders, c'est un ancien 5 étoiles. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié lui. C'est vrai que je l'avais oublié. Quand tu vois cette concentration de talent, tu te dis, mais putain, quoi, si ça marche pas, mais qu'est-ce que c'est frustrant. Et je vous donne un petit nom comme ça là sur la promo 2022. Alors il est pas très très bien classé. Je crois il est low 4 étoiles. C'est Braden Thompson, un receveur qui va très 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 vite. Et ça m'étonnerait pas qu'on le voit jouer en tant que true freshman, un peu à la manière de Xavier Worthy qui avait marqué sur son premier jeu dans le Red River Showdown, si mes Ouais, souvenirs sont bons, avec exactement. un touchdown de 75 yards. Ouais, c'était Et 75 yards après réception. après réception. C'est vrai que c'était pas une deep ball comme on peut voir de temps en temps. Donc c'est vrai que sur le côté de l'attaque, on se dit, ok, alors c'est vrai que c'est sur les points, sur les skill position, running back, receveur, etc., qu'il y a du gros nom. Donc en fait, tout va dépendre. Et à mon avis, ça sera le facteur X de la saison de Texas. Ça sera cette ligne offensive.
Et ça sera aussi la ligne défensive parce qu'elle a souffert quand même l'année dernière aussi. Hein. Je pense qu'au-delà de la ligne offensive, même plus que la ligne offensive, c'était la principale faiblesse de Texas. Alors, globalement, Texas a encaissé 31 points par match, mais c'est surtout à la course que les Longhorns ont encaissé le plus de yards, 200 yards à la course par match, 5,2 yards par portée, ce qui était le 114e pire total du pays. Et je peux vous dire qu'il y en a des D-line mauvaises en college football. Le pass rush, il est aussi dégueulasse. 1,6 sacs par match, c'est rien du tout. De ce côté-là, Texas aussi doit être dans les derniers déciles au niveau de cette statistique. Et le Spring Game a confirmé en fait ce que l'on craignait, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui émergent sur cette ligne défensive. Ouais. Et ça fait craindre que cette défense ne step up pas. Et, ce qui est assez paradoxal, c'est que sur le papier, tu dis, il y a Ojomo, il y a Coburn, c'est des noms c'est des bons joueurs. Et en fait, dans les faits, ils prennent des pions, et puis ce côté, tu as l'impression que tu pouvais avancer quoi, à chaque fois. Quoi. Je sais plus quel match j'avais regardé de Texas, tu as l'impression que il voulait pas plaquer, il savait pas plaquer, et puis voilà, une fois que ces failles mentales, une fois qu'elles étaient mises en tout cas mises sous lumière, tu voyais plus que ça et c'était incapable quoi. La faiblesse mentale de l'équipe de Texas. On l'a vu sur le Red River Showdown, on l'a vu contre Kansas, on l'a vu contre Iowa State où ils étaient incapables d'avancer et puis après ils prenaient des pions sur des pions. Voilà. Alors il y a le retour de Demarion Overshawn qui est quand même un super joueur au poste de linebacker. Donc, petite dédicace à Alan Guillou, qui est tout à fait. C'est son meilleur joueur, c'est son joueur préféré en CFB peut-être. C'est assez marrant la trajectoire de ce joueur-là. C'était une recrue 5 étoiles dans mes souvenirs. Et qui date de la. Mine de rien, c'est un vétéran, hein, c'est un redshirt senior. Il est, je crois, c'est la fameuse place de recrutement 2017 où il y avait BJ Foster. 2018. 2018, pardon. Ouais. Et il était recruté en tant que safety, ouais. Il était recruté en tant que safety, ouais. Il y avait Cook, BJ Foster, il y avait, comme il s'appelle, Caden Stearns. Enfin, c'était une grosse truc. Et voilà, et lui, il est resté 5 ans en tout, et ça va être un vrai capitaine. Et puis, c'est vrai qu'il est assez excitant à voir avec tous ces bandages autour des bras. Et ça sera un vrai capitaine. En tout cas, il aura besoin de mener cette équipe de Longhorns, en tout cas de la défense des Longhorns, vers la victoire parce que ils auront besoin de lui, quoi, tout simplement, quoi. Ça sera l'âme de cette défense. Et justement, avant, tu parlais de ces failles mentales. Overshawn sera certainement celui qui pourra faire changer un petit peu tout ça. Je pense qu'il sera encore meilleur et il s'imposera comme un pick de draft haut l'an prochain. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire avec le mot amélioration. Est-ce que tu ne penses pas que c'est là où pêche le plus Texas dans sa manière de faire progresser ses recrues, souvent des recrues qui sont très fortes sur le papier, des 5 étoiles, des 4 étoiles, mais dont on a l'impression qu'il n'y a pas de marge de progression. Je vais prendre Shane Buechele, par exemple. Ouh là là, souvenir douloureux. Souvenir de douloureux, un des meilleurs matchs de l'année 2017. 17, ouais, c'est ça. 17, ouais. Contre Deshaun Kaiser. Je vous invite à aller le voir sur YouTube. Tiens, on pourra le commenter en direct. C'est un des matchs qu'on pourrait commenter. C'est vraiment un super match de college football. Shane Buechele, il était aussi bon, presque aussi plus fort en année true freshman que sur ces dernières années. Et c'est le cas pour un paquet de joueurs comme ça. On a l'impression qu'ils ne progressent pas. Et ça arrive avec le juge de paix qui est à la draft. Cette année, aucun joueur drafté. C'est quand même dingue, quoi. Ça participe en fait au sentiment qu'on ressort à chaque preview, et même dans celle-là, vous avez bien vu comment je suis excité à l'idée de cette attaque avec le Quinn Ewers, Whittington, Xavier Worthy, Bijan Robinson. C'est alléchant sur le papier, c'est des joueurs hyper talentueux. Dans leur lycée respectif, ils ont tous prouvé des trucs de malades. Même dans certains matchs, dans leur saison true freshman, ils ont prouvé qu'ils étaient peut-être les meilleurs à leur poste dans le pays. Mais est-ce que ça va faire avancer l'équipe en fait? C'est toujours la même question, et c'est une question qui a toujours sa réponse parce qu'on voit que ces joueurs ne s'améliorent pas, ne font pas améliorer l'équipe collectivement, et ça explique en fait la déception, j'ai envie de dire, perpétuelle. C'est pour ça que il y a une citation, je trouve, qui colle bien à Texas, Baptiste, à propos de ça. C'est l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et c'est pour ça que
Sarkisian, je trouve il la ferme depuis la fin de la saison 2021. Il sait que Texas n'a pas besoin d'être dans cette position un petit peu d'épouvantail, d'équipe talentueuse qu'il faudra battre. Là, il se place en tant qu'outsider. Et ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu penses que Texas est aujourd'hui dans une position, on va dire, appréciable, une position d'outsider plutôt que d'épouvantail, comme je viens de dire? De toute façon, je pense que les dernières années ont montré que plus on attendait Texas, plus on était déçu. Donc je pense qu'ils sont mieux dans ce truc d'outsider. Pas de bol. J'ai vu qu'il y avait Vegas qui avait sorti les cotes des équipes de la Big 12 pour remporter le titre de la Big 12. Et pas de bol, Texas est deuxième. Donc, avec ses recrues, etc., ils sont quand même bien placés. Mais je pense quand même qu'ils sont pas dans la même position qu'il y a quelques années. Et finalement, ils sont très clairement moins attendus qu'ils pouvaient l'être l'année dernière. En plus, on va pouvoir se projeter un peu sur le calendrier de la saison. Ils ont Alabama, on n'attend rien du tout d'eux. Ils ont Oklahoma, ils sont très clairement dans une position plus défensive qu'ils étaient il y a quelques années, et donc je pense que ça l'ira un peu mieux. Mais ils ont quand même un calendrier qui n'est pas simple. Il y a eu UL Monroe pour commencer l'année, qui devrait être une problème de santé, je pense. Et après, ils ont ils ont 3 matchs de suite qui sont pour moi très très compliqués. Ils ont Alabama, on en reviendra quand ça sera l'heure de parler de ce match-là, qui est en plus, à mon avis, qui va être très très compliqué. Et derrière, ils ont UTSA. Alors, UTSA qui sort d'une très grosse saison. Alors, ils ont perdu du monde. On vous en fera une petite preview du UTSA d'ailleurs à ce propos. Mais ça sera une bonne équipe. Et derrière, il y aura un déplacement pas simple à Texas Tech. Texas Tech, qui fait partie de ces équipes Qui monte. qui montent et qui... Et comme UTSA, qui sont des équipes offensives. Tout Donc, à fait. on n'a pas du tout de certitude sur la défense de Texas. Ça va être des matchs avec beaucoup de points. Et là, pour le coup, c'est pour ça que moi, j'ai plutôt peur et je vois des défaites à l'heure à laquelle on parle. Parce que ces attaques seront trop bonnes pour la défense de Texas. Et attention, ils peuvent se retrouver avant le Red River Showdown avec un bilan de 3-2, 2-3. Et voilà, on sait que c'est probablement le match qui a fait tout dérailler l'année dernière. Voilà, je présume de rien. Voilà, c'est un peu ça maintenant avec Texas, c'est qu'on présume maintenant de rien. C'est que j'aimerais bien dire cette année ça va être la bonne. Ça sera la mauvaise. Et ça sera encore une fois la mauvaise, quoi. Donc et si tu dis l'inverse? C'est exactement ça. C'est un peu, on en discutait avec Gus, il me disait, mais tu penses que ça va être la bonne? Je dis, mais de toute façon, si je dis que ça va être la bonne, ils vont se faire éclater. Et si je dis que ça sera pas la bonne, ils vont être bons. Mais au bout d'un moment, il y a trop de talent sur le terrain pour qu'il n'y ait pas les résultats qui suivent. Ou alors, j'y comprends plus rien, et au bout d'un moment, il y a un truc tout pourri à Austin, je sais pas, l'air de la vie. Et ce talent est encore plus criant que les années précédentes, je trouve. Enfin, je sais pas toi, mais si tu compares les depth charts des années passées, je vois pas de Bijan Robinson, je vois pas de Quinn Ewers, je vois pas de corps de receveur avec Xavier Worthy et Whittington, Neyor, etc. Là, on a vraiment un supporting cast autour des Worst de malade. Ouais, parce que c'est les skill positions qui cristallisent un peu cette impression-là. Après, voilà, ça sera. Les matchs se gagnent et se perdent dans les tranchées, quoi. Voilà, c'est leur faiblesse, en fait. Mais en fait, c'est comme ça, Baptiste, qu'il faut résumer cette équipe de Texas cette année. Les skills de players incroyables. Peut-être la meilleure équipe du pays de ce côté-là. Et les tranchées, qui l'année dernière, j'allais dire, n'ont rien prouvé. Non, pas du tout. Elles n'ont pas rien prouvé. Elles ont prouvé que ces tranchées n'étaient pas bonnes. Et c'est là que Texas va devoir s'améliorer si le programme veut espérer mieux qu'une saison à 5 victoires et 7 défaites. Alors, je pense, ça va être l'heure de se mouiller un petit peu, mon petit Gus. Alors, ça va être quoi le bilan? Pas 5-7, on est d'accord, ça devrait être quand même, ça devrait être mieux. J'ai envie de croire au Big 12 Championship. J'ai bien dit j'ai envie de croire. Parce que Oklahoma a subi un gros turnover. J'ai comme du mal à croire qu'ils s'en sortent indemnes. Iowa State va rentrer dans le rang. Non, Baylor devrait être toujours aussi bon. Mais tu as ces 2 matchs en fait contre Alabama et UTSA en hors conf qui sont difficiles. Donc je sais pas, j'hésite vraiment en fait. Je sens la saison à 7-6. Voilà. Je pense que je partirai sur un 7-6 parce que j'ai envie d'y croire.
Ça me ferait trop chier que ces joueurs-là n'arrivent pas à prendre la lumière, en fait, et voilà. Pour moi, si ce bilan est de 7-6, Sarkisian saute. Hein. Franchement, Je suis extrême, mais je pense que ça, qu'on risque d'en arriver là, quoi. Donc moi, je vois un peu plus quand même. Je vois 8-4 ou 9-3. Et Avec contre qui les défaites? Alabama, Alabama, Oklahoma, Texas Tech, Baylor, Oklahoma Baylor State. et une entre Oklahoma State, Texas Tech et Kansas State. Voilà. Il y a 3 déplacements qui seront pas simples. Hein. Texas Tech, Oklahoma State, Kansas State. On n'a pas parlé de Kansas State, voilà, mais c'est des équipes qui sont très difficiles à manœuvrer et qui, pour moi, l'underdog parfait, les Wildcats de Kansas State cette année, mais on en discutera le cas échéant. Ouais, un 8-5 en fait, 8-5 ou 7-6. Ouais, moi je dirais 9-3. Allez, je vais me mouiller, je vais dire Oula, 9-3. non. Ouais, je suis Je chaud. serais hyper content que tu aies raison. Je suis chaud. Et puis voilà, donc, de toute façon, ils vont encore tous nous décevoir. Après, voilà, c'est la question, c'est mine de rien, Texas, c'est aussi peut-être pas la croisée des chemins, mais ils vont partir en sec. Le voisin, le meilleur ennemi Texas A&M monte en puissance gravement euh, et concrètement s'impose petit à petit contre le programme numéro 1 de l'État. C'est bête à dire, mais ça a l'air d'être le cas, quoi. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Et voilà, il va falloir pas louper le bon train pour Texas, parce que sinon, ça risque en sec. Voilà, c'est déjà qu'en Big 12, ça a été compliqué. Voilà, il va falloir se taper Alabama tous les ans, il va falloir se taper Bon. Texas A&M tous les ans, il va falloir se taper LSU tous les ans. Voilà, c'est déjà que tu gagnes pas Après, contre faut TCU, dire que Texas est déjà monté dans le train de la Nile et fait partie de ces programmes tout à fait. gagnants. Hein. Je crois que chaque joueur de Texas touchera 100 000 et les membres de l'OL toucheront 50 000 de plus. Voilà, Et d'ailleurs, Bijan Robinson aussi, qui a fait on l'a vu là il y a quelques jours, une petite pub pour le concessionnaire automobile de Lamborghini. Ça montre les grosses perspectives pour les recrues lycéennes à ce niveau-là. on est d'accord. Alors, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de Bijan Robinson, mais il avait sorti un énorme début de saison avant un peu de rentrer un peu dans le rang, en espérant que voilà qu'on le voie complètement sur le terrain, parce que c'est pas non plus impossible. Hein, qu'il joue quelques matchs et qu'il opt-out en fonction de la gueule de la saison, quoi. Ah non, ça je m'en remettrai pas. Franchement, que ce soit sportivement et même d'un point de vue éthique, moral, ça me ferait mal. Ça me ferait mal. Ouais, mais faut s'habituer, hein, c'est le monde dans lequel on vit en 2022 dans le college football avec des joueurs qui peuvent opt-out hyper rapidement et voilà, et la NIL qui est en place. Il est pas comme ça. Moi, c'est un super mec. Il a l'air d'être un super mec. Je pense pas qu'il le fera. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour assez, voilà, c'est assez correct de nos amis des Longhorns de Texas. On fait d'ailleurs un bisou à Texas France, hein, qui va suivre tout ça avec intérêt. Un petit mot de la fin, on est tout bon, mon petit Gus? On est bon, on est bon. Voilà, vive Texas. Franchement, non mais c'est vrai quoi. On a besoin de vous. C'est aussi une question de démocratisation du CFB. C'est un programme hyper cool, qui a une culture, je trouve, une super belle culture à développer auprès des fans européens. Faut que ça se lance cette année. Sinon, ça s'en sera jamais en fait. On est d'accord. Et on reviendra sur ces questions un peu plus méta college football dans un épisode prochain. On vous en dit pas plus, mais voilà, on vous tease un petit peu là-dessus. Et ben on vous dit à bientôt pour une prochaine preview. À plus tout le monde. Salut tout le monde.